Salut à toutes et à tous, merci d'être là comme chaque jeudi pour 01 Hebdo, votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech, vous le savez, chaque semaine. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous, voici le sommaire de ce 01 Hebdo. Tout d'abord, on va revenir un petit peu sur quelques nouveautés du CES, des nouveautés anti-Covid. La technologie peut-elle nous protéger des virus? On va voir ça. Et puis, le smartphone tant attendu, le Galaxy S21, est passé entre les mains expertes de Nicolas Lelouch. Il nous dira si ça sera l'un des smartphones de cette année. On va parler de messagerie, François, en pleine tourmente concernant WhatsApp. Et en pleine polémique sur WhatsApp, nous recevons Olvid, l'une des messageries françaises les plus sécurisées du monde. Jérôme, est-ce que tu as des bitcoins? Ah non. Eh bien écoute, on va en parler tout à l'heure. On va parler notamment de portefeuille bitcoin avec Gilbert Kallenborn, parce que parfois, ça peut coûter cher si on n'a pas un bon portefeuille bitcoin. Il y a des histoires horribles. Vous allez entendre ça tout à l'heure. Eh voilà. Oui. Eh bien, merci à tous. Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce 01 Hebdo. C'est bien, on a commencé par un cafouillage, ça veut dire que maintenant on est tranquille puisqu'en général, statistiquement, on n'a qu'un cafouillage par 01 Hebdo, donc celui-ci est fait. Alors, dans un instant l'actu, Jérôme, voilà. Bien sûr. Bitcoin, messagerie sécurisée, technologie, anti-Covid, mais d'abord... La question, vous le savez, 01 Hebdo Orange. On vous la propose chaque semaine, une question tech liée à l'actualité. Et avant de vous proposer celle de cette semaine, revenons sur notre question d'il y a 8 jours, on évoquait les téléviseurs enroulables c'était à l'occasion en fait, du CES. Et de la présentation notamment des produits LG. Exactement. Et croyez-vous aux téléviseurs enroulables? C'est la question qu'on vous posait. Alors là, franchement, c'est moite-moite, Jérôme. On ne peut pas mieux faire en termes de 50-50. Hein. Partagez. Vous êtes partagé sur ce sujet. Vous êtes très partagé. Écoutez, l'avenir dira... ce qu'il faut penser de ces téléviseurs enroulables. Voilà, peut-être que dans quelques années, on aura notre téléviseur sous le bras, comme ça, comme un poster qu'on pourra dérouler et accrocher. Le mets où là, tchac, c'est tchac, ça. Tchac. Pourquoi pas. Notre question de cette semaine, Jérôme. Eh bien, cette semaine, on va donc s'intéresser aux messageries. On va parler, vous savez, de cette messagerie ultra sécurisée française qui s'appelle Olvid. Pourquoi est-elle dans l'actualité? Eh bien, parce que notamment, il y a toute la polémique autour de WhatsApp. WhatsApp qui, on le sait, désormais, les données seront partagées avec Facebook, mais enfin, pas tout de suite, pas en Europe, etc. Mais ça a fait beaucoup de bruit. On l'a déjà évoqué. Alors, que pensez-vous de WhatsApp? Êtes-vous prêt? Est-ce que ça vous fait peur? Allez-vous quitter WhatsApp si vous l'utilisez? C'est notre question 01 Net Orange que vous pouvez retrouver sur le compte Twitter de 01 TV. N'hésitez pas à voter, vous avez toute la semaine pour vous exprimer. Eh bien voilà. Bon, écoutez, vous savez quoi, on va commencer par l'actu de cette semaine dans 01 Hebdo. Et cette semaine, on s'est dit qu'on allait revenir un petit peu sur le CES édition 2021, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière déjà. Mais il y a une thématique que nous n'avons pas vraiment abordée et qui était pourtant très forte cette année, c'était la thématique Covid. Et oui, parce que le Covid a bouleversé les innovations de ce CES. Alors, on pourrait vous parler de ces PC avec une touche maintenant Teams, parce qu'effectivement, comme on fait de plus en plus de télétravail, avoir une touche Teams, comme on a une touche Netflix sur la télécommande, c'est pas bête. On pourrait vous parler aussi de l'amélioration des caméras sur les PC suite, évidemment, au visio, parce qu'on s'était rendu compte que les caméras n'étaient pas terribles, à l'amélioration du son, la captation de la voix, etc. Mais Jérôme, on va évoquer toute une partie sur les robots. Les robots et surtout les outils de désinfection. Voilà, puisqu'on a l'impression qu'il y a plein de constructeurs qui se sont dit « Bon, alors c'est quoi cette année le thème ? Du Covid, ils veulent du Covid, ils ont peur des virus, ok. On va leur mettre le paquet. » Et donc, des tas de gadgets anti-Covid. Et l'un des plus spectaculaires, c'est ce masque signé Razer. Alors Razer, c'est quand même une grande marque d'accessoires de gaming. Ouais. Et c'est un masque anti-Covid, mais alors hyper sophistiqué. Il est beau déjà, attention. Là, voilà. C'est un projet encore, c'est un masque actif. C'est-à-dire que, d'abord, il est transparent, donc ça c'est plutôt sympa, et il a un système de filtration ultra sophistiqué.
Mais du coup, ce masque, il faudrait le recharger. Si un jour il voit le jour, il faudra penser à chaque fois à le brancher sur son chargeur pour recharger les batteries. Parce que si il est vide, on ne peut plus respirer et on meurt, c'est ça? Ça serait ballot. Bon, en tout cas, il est très très beau. Alors c'est un concept, hein, Jérôme. Ouais. Pour l'instant, Razer ne projette pas de sortir ce masque-là. Pour la Covid-20 et Covid-21, et voilà. Ce sera prêt. En espérant que on rigole, on rigole, mais bon, franchement, qu'est-ce que tu veux voilà, dans son magnifique étui qui désinfecte le masque au passage. Mais on ne sait pas si c'est vraiment quelque chose de sérieux chez Razer ou s'ils ont sorti ça simplement pour buzzer. Pour buzzer, voilà, exactement. C'est pour ça que je disais, on a l'impression que les constructeurs se sont dit, bon alors tiens, on va coller à la thématique Covid, mais en fait, apparemment, ils y travaillaient depuis un certain temps, déjà. C'est ce que nous glisse dans l'oreillette Pierre, voilà, Pierre, l'un de nos réalisateurs. Merci de nous filer des vraies infos. C'est vrai. D'ailleurs, Pierre pourrait venir à notre place, finalement. Tout à fait, je vais y aller. Ça Pierre. serait plus simple. Merci, Pierre. Alors, tout à l'heure, je parlais de robots, mais c'est vrai, Jérôme, avoir une espèce de comment dirais-je, de robot roulant qui pourrait désinfecter une pièce et tuer tous les micro-organismes, et notamment le Covid, ça serait pas mal, ça, dis-moi. Eh bien voilà, et ça existe, ça a été présenté, effectivement, là encore au CES, mais ça aussi, alors ça c'est très très sérieux parce que c'est déjà utilisé dans des hôpitaux. Peut-être que ça va se répandre et demain être utilisé dans des hôtels ou peut-être même chez vous. Et là encore, on espère qu'on n'en viendra pas jusque-là. Et c'est quoi? Ce sont des systèmes à base de UVC. Oui. Donc c'est une lumière spéciale qui tue tous les germes. Et c'est pas du bullshit, c'est vrai. Les UVC ont de vraies capacités, de vraies... faculté de destruction en fait des micro-organismes et notamment des virus. Donc voilà, vous imaginez cette machine qui serait soit autonome, soit qui pourrait être poussée par des gens et qui projetterait ces ondes en fait, ces rayons parce que c'est pas, je sais pas si c'est des ondes, mais c'est des rayons, c'est de la lumière, c'est des UVC et qui détruiraient et qui désinfecteraient à vitesse grand V toute une pièce. On peut imaginer que ça pourrait avoir du sens dans les écoles, mais aussi dans les hôpitaux, dans les salles d'opération, etc. Et dans des hôpitaux, ça a été déjà utilisé en Chine, il y a quelques mois, où ils avaient de gros besoins, évidemment, dans ce domaine. Et alors, ce système des UVC, en fait, il y a plein de produits qui ont été présentés au CES, qui fonctionnent avec ça, y compris des petits appareils, des petits trucs que vous passez comme ça, par exemple, sur vos meubles, sur vos vêtements, également des choses pour désinfecter les téléphones portables, les objets personnels, on les met dans une cuve. Il existe même des systèmes comme ça pour désinfecter les voitures, en fait. Ouais. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, dans un garage, et l'employé est équipé d'une espèce de lampe torche comme ça, avec ces UVC, et ça désinfecte en fait l'habitacle. Et je me souviens qu'LG avait montré quelque chose comme ça pour les matelas aussi, il y a 2 ans au CES, et on ne parlait pas encore de Covid, mais il y avait déjà cette préoccupation parce que c'est une vraie caractéristique technique intéressante. Cela dit, l'effet pervers, c'est que, attention, le problème, c'est qu'on ne voit pas vraiment le résultat. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a des petits malins qui vont essayer de vous vendre des produits soi-disant UVC qui, en fait, ne fonctionneront pas. Donc, on ne peut pas acheter ça n'importe où. Non, on ne peut pas acheter ça n'importe où, pas n'importe quelle marque. Il faut quand même savoir de quoi on parle et savoir ce qu'on achète. L'actualité de cette semaine aussi, toujours en restant dans cette épidémie de Covid, ce sont des études américaines qui mettent en avant en fait l'expertise des montres connectées pour détecter en fait le Covid avant que la maladie apparaissent et que les premiers symptômes apparaissent. Jérôme. Exactement. Alors en fait, les montres, c'est quoi ? C'est l'Apple Watch, bien sûr, mais c'est également les montres Fitbit et Garmin. Et ce sont des études qui ont été lancées il y a déjà plusieurs mois. Donc on se doutait que, en fait, en surveillant l'activité cardiaque, on allait pouvoir détecter les signes avant-coureurs du Covid, parce que l'un des signes avant-coureurs, ce sont des variations de la fréquence cardiaque. Mais on n'était pas très sûr. Alors des chercheurs américains à 2 endroits, l'une à New York, je crois, et puis une autre équipe en Californie, ont équipé des dizaines, des centaines même de personnes, des personnels soignants ou même d'autres personnes qui sont dans des universités. De différentes catégories. De différentes catégories de produits. Et ils sont arrivés à la conclusion que, écoutez, oui, ces appareils et les applications qu'on avait mis dessus, en analysant les variations de fréquence cardiaque, permettaient de détecter les signes avant-coureurs du Covid entre 9 et 7 jours
avant qu'on ressente les premiers symptômes. Parce que il faut savoir que dès que le Covid en fait entre dans l'organisme, eh bien il y a des variations cardiaques. Voilà, c'est ça. Alors que nous on ne ressent pas, bien sûr, qui sont des signaux très très faibles, mais que la montre arrive à détecter. Et grâce aux algorithmes, avec ces variations cardiaques qui sont anormales, eh bien on peut dire tiens, c'est peut-être le début de la contamination avec le Covid. Etc. Donc c'est assez génial. Alors il y a encore peut-être quelques petites précautions à prendre parce que sur la quantité en fait, eh bien on n'est pas sûr que ça valide à 100% les études, mais enfin ça va quand même vraiment dans le bon sens. Ça montre que ces objets connectés sont quand même de plus en plus utiles. Surtout que maintenant il y a d'autres types de capteurs. Il y a l'oxymètre qui permet de mesurer l'oxygène dans le sang, qui est très important, qui est aussi un élément très important. Alors qui arrive plus tardivement dans les signes, on va dire un peu plus graves du Covid, mais c'est vrai que il y a de plus en plus de capteurs. On n'a pas encore de capteurs concernant la température corporelle sur ces montres-là. Et visiblement, on posait la question à des invités experts. Il est très compliqué sur une montre d'ajouter ce capteur parce que la montre n'est pas véritablement collée à la peau et que aujourd'hui, on n'arrive pas à mieux faire que ces petits pistolets, qui prennent la température. Peut-être que ça arrivera un jour. À distance en plus. Voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est génial, c'est prometteur parce qu'aujourd'hui c'est le Covid, demain ce sera autre chose. En effet. Jérôme, autre actu cette semaine un petit peu plus légère, mais heureusement il en faut, c'est les prévisions des nouveaux produits Apple qui devraient arriver tout au long de cette année 2021. Alors il y aura évidemment de nouveaux MacBook Pro, un nouvel iMac sans doute. C'est Mark Gurman, c'est le monsieur Bloomberg qui a toujours des informations avant tout le monde concernant Apple qui a dévoilé tout cela, avec la montée en puissance de cette nouvelle puce M1 qui petit à petit sera remplacée au profit des puces Intel. Et donc l'une des grosses nouveautés, c'est l'iPhone. Et oui, le futur iPhone qui pourrait s'appeler, je ne sais pas, l'iPhone 12S par exemple. Oui, parce que ça pourrait être une petite évolution de l'iPhone qu'on connaît aujourd'hui. Et la grosse nouveauté, ce serait le retour du Touch ID, d'où ces magnifiques images que vous voyez qui datent de 1984. C'est vrai que ça fait drôle de voir ces images. Mais en fait, elles seraient d'ailleurs inexactes, ces images, parce que l'idée, ce serait de mettre le Touch ID sous l'écran, pas de bouton, d'après les fuites de Bloomberg dont tu parlais, mais sous l'écran, comme chez Samsung, etc. Ça ne veut pas dire que le Face ID, la reconnaissance faciale, disparaîtrait. Non, on aurait les deux en fait. On aurait sans doute une double identification possible. Alors moi je dis bien parce que... Et ça rejoint le sujet qu'on traitait avant, puisque dans le cadre de la pandémie, comme on a toujours le masque sur la figure, on n'arrive plus à déverrouiller nos smartphones aujourd'hui rapidement. Et finalement, avec le Touch ID, on reviendrait à des choses beaucoup plus simples. Voilà. Alors, tout ça devrait sortir en septembre prochain, si tout va bien. Vous savez, les iPhones, c'est toujours au même moment, c'est en septembre. Espérons que d'ici là, on n'ait plus besoin de porter des masques. Voilà. C'est tout le mal qu'on peut se souhaiter. Eh bien écoutez, voilà les petites news qu'on avait sélectionnées pour vous cette semaine. On va rester dans l'actu aujourd'hui, complètement. Avec un sujet polémique. Vous en avez sans doute entendu parler, les conditions d'utilisation de WhatsApp vont évoluer. Alors elles devaient évoluer début février, maintenant tout a été reporté je crois en avril ou mai prochain. Oui c'est ça, ils ont un petit peu pris peur apparemment chez Facebook en disant écoutez, attendez, on ne change rien, on repousse ça au printemps prochain. Le truc c'est quoi ? C'est que il est prévu désormais que les données d'utilisation de WhatsApp, c'est-à-dire pas ce que vous dites, mais votre numéro de téléphone, le moment où vous vous connectez, vos contacts, etc. La géolocalisation, etc. Voilà, qui sont actuellement détenus que par WhatsApp, soient partagés avec Facebook, avec Instagram, avec Messenger. Pourquoi ? Histoire de vous envoyer des publicités encore plus affûtées, encore plus ciblées. Directement sur WhatsApp. Et voilà, tout serait mixé comme ça. Bon, il y a une chose aussi, un bémol. En Europe, on ne serait pas concerné, ou on serait partiellement concerné. Grâce à notre RGPD protecteur, Jérôme. Tout à fait, grâce au règlement sur la protection des données. Ce partage des informations entre WhatsApp et Facebook ne concernerait que les utilisations professionnelles de WhatsApp, c'est-à-dire lorsque vous utilisez WhatsApp pour converser via le service client, par exemple, avec un site de e-commerce ou avec n'importe quelle autre entreprise. Alors, suite à cette information, bien sûr, beaucoup d'entre nous ont décidé de désinstaller WhatsApp. Alors, peut-être l'avez-vous fait. Peut-être un peu prématuré, mais bon. Écoutez, d'ailleurs, c'est notre question
question, c'est notre question 01 Hebdo Orange de cette semaine. Mais alors pour installer quoi? Parce qu'il faut toujours une messagerie évidemment de ce style-là. Il y a pas mal d'alternatives, hein, Jérôme. Il y a Signal, il y a Telegram, bien évidemment. Et il y a une alternative française. Exactement, une application qui s'appelle Olvid, qui fait de plus en plus parler d'elle actuellement. Et on a de la chance, nous recevons aujourd'hui son représentant. Une messagerie à la française, Jérôme, c'est génial quand même. C'est Olvid et Jacques-André Bondy, le cofondateur d'Olvid, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques-André. Merci de nous recevoir. Alors voilà, Olvid, très joli nom, mais un nom qui n'était pas très connu jusqu'à il y a quelques temps, et avec, sans doute en raison de la polémique WhatsApp actuellement, on parle beaucoup de vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Olvid? Oui, Olvid, c'est une messagerie française issue de docteurs en cryptographie qui est gratuite, installée sur les stores Apple et Google et qui ne requiert aucune information personnelle pour fonctionner. Alors, je l'installe. Et qui se veut la plus sûre du monde. D'accord. Alors, ça fait deux éléments importants. Et c'est deux promesses importantes. Deux donc promesses, il va falloir quand même vous justifier, monsieur. Donc, on l'installe sur le smartphone, donc Android ou iOS. Qu'est-ce que vous demandez? Notre numéro de téléphone quand même ou pas? Alors justement, pour que ça fonctionne. non. Absolument aucune Même information personnelle. Même pas le on n'a numéro de pas téléphone. besoin de 06 pour faire fonctionner Olvid. Les seules informations que vous rentrez à l'installation de l'application sont à destination des contacts que vous allez essayer, les interlocuteurs que vous allez essayer de contacter. Donc, toute la technologie d'Olvid, justement, est faite pour que l'opérateur de la messagerie, qui est Olvid, ne puisse pas technologiquement avoir d'accès à ces informations. Mais il n'en veut pas, surtout au départ. Mais il faut bien un identifiant pour que je puisse être connu et reconnu. Alors en général, c'est ou un mail, ou un pseudo, ou un numéro de téléphone. Là, comment ça marche? Ça marche par votre appareil et c'est clés cryptographiques que vous allez donner. C'est de la cryptographie avec clé publique, clé privée. Et votre clé publique, vous la donnez à votre correspondant par Olvid, sans que l'opérateur Olvid voie ses clés. D'ailleurs, tout le sujet est là et les centrales, c'est la distribution des clés qu'on passe souvent sous le tapis. On vous parle de chiffrement de bout en bout. D'accord. Ça, c'est des solutions qui sont réglées depuis les années 70. Par contre, la distribution des clés au départ, c'est la clé de voûte de tout ce chiffrement qui vient ensuite. Donc, en fait, exactement. Si tout ça est corrompu au départ, si l'opérateur peut avoir accès à la distribution de ces clés, vous avez un problème. C'est justement la raison pour laquelle les docteurs en cryptographie d'Olvid ont fabriqué Olvid avec un nouveau modèle de sécurité pour pouvoir prouver mathématiquement que justement Olvid ne peut pas le faire et ne veut pas le faire. Donc ça rassure énormément les entreprises. Donc évidemment vous n'écoutez pas les conversations parce que c'est chiffré de bout en bout, mais ça c'est comme WhatsApp, on va dire que c'est la base. Sauf que la manière dont c'est fait est radicalement différente. Elle est là l'innovation. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'annuaire. Alors qu'un WhatsApp, il a un annuaire de ses utilisateurs. Il a un annuaire, voilà. Donc au fond, nous on a considéré que n'ayant pas d'annuaire, il fallait tout reconstruire. Et on a même considéré nos annuaires, enfin nos annuaires, comme malveillants. Nos serveurs, par exemple, sont considérés comme des ennemis. Pardon. Ah oui, d'accord. C'est votre vision de c'est la vision des choses. Pour le protéger au maximum. Parce que si WhatsApp est attaqué par un hacker, il pourra avoir accès à toutes les identités. Et s'il a accès à toutes les identités, il peut avoir accès au chiffrement derrière. Alors, donc on voit bien, ultra sécurisé. Finalement, voilà, on est dans un environnement qui est très protégé, mais est-ce qu'on a les mêmes, on va dire, fonctionnalités que WhatsApp, qui aujourd'hui est un excellent outil, quoi qu'on dise. Après, on peut discuter évidemment des heures sur l'impact sur la vie privée, mais c'est un excellent outil. Donc vous, c'est d'abord de l'audio et de la vidéo, c'est ça? Alors au départ, c'est du texte. Ah, c'est du texte. Du texte, des pièces jointes, et l'audio est arrivé, la téléphonie, qu'on nous a beaucoup demandé. Donc au départ. On peut passer des appels en VoIP, c'est ça, via Olvid? Très bien, très bon. Qualité du son excellente. D'accord. Courage. Très bien. Est-ce que je peux faire des petites notes vocales parce que c'est ce qui plaît en général avec WhatsApp, c'est les petites notes vocales qu'on peut s'échanger. Toutes ces fonctionnalités en fait qui font que Olvid doit ressembler à WhatsApp ou faire mieux ou à Snapchat il y a plein d'applications, on les regarde toutes et on sent très bien qu'il y a un besoin de l'utilisateur pour ça. Donc ils sont devenus en fait des usages quasi universels aujourd'hui, les notes vocales, les choses comme ça. Tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'améliorer constamment, tout en se concentrant aussi satisfaire nos clients entreprises qui permettent de financer ces développements, mais eux sont intéressés par d'autres choses, comme par exemple justement contrôler leur annuaire d'identité qu'ils ont, l'interfaçage avec l'Active Directory, ce genre de choses. La visio, ça marche? Donc la visio, c'est en cours de développement.
Ça ne marche pas encore. Les messages mais ça va arriver ? Oui, ça va arriver. Oui, bien sûr. C'est dans notre objectif 2021, c'est de faire la visio. Visio de groupe aussi ? Visio de groupe aussi. Conférences téléphoniques à plusieurs. Texte, on peut faire des groupes ? Texte, on peut faire des groupes, bien sûr. Et c'est un moyen d'ailleurs de rentrer en contact. Vous présentez une personne à une autre. Elle n'a pas besoin de s'échanger les codes au départ. Vous pouvez présenter plusieurs personnes. Mais mes amis, comment est-ce que je mets mes amis dans la boucle ? Il faut que je rentre à chaque fois leurs coordonnées ou je leur envoie un code, puisque mon carnet d'adresse n'est donc pas aspiré comme sur WhatsApp. Vous pouvez partager publiquement par un moyen non sûr votre identité Olvid. Votre identité Olvid, n'importe qui. Enfin, les personnes que vous choisissez, ils le scannent, ils scannent le code QR et il va s'engager la relation. Vous aurez échangé 4 chiffres. Si vous avez tout ça est expliqué sur notre site web, sur la faction qu'on fait. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi avoir 3-4 personnes, vous. Et rien qu'en créant un groupe avec ces 3-4 personnes, vous allez pouvoir les présenter automatiquement les unes aux autres si elles le souhaitent. Voilà. Bien. C'est super. C'est totalement gratuit, vous le disiez, pour les particuliers. Et puis il y a une solution donc B2B, notre modèle économique. Payante. Tout à fait. C'est le même logiciel, c'est la même application, gratuite sur les stores. Mais il y a des fonctionnalités pour l'entreprise qui sont celles B2B, qui financent. Mais c'est le même logiciel. Après, le succès d'une application comme celle-ci, évidemment, est conditionné au nombre d'utilisateurs. Il faut que... Pas forcément. Pas forcément. Même si par exemple Jérôme, je veux lui envoyer un message Olvid et qu'il n'a pas Olvid, c'est pas facile. Oui, mais c'est gratuit, donc ça, il peut l'installer. Oui, mais le modèle économique d'Olvid n'est pas la chasse à un nombre d'utilisateurs dont on exploite des données. Vous comprenez, ça c'est un modèle économique qui n'est pas exactement... on en a trouvé un autre, nous. On en cherche un autre qu'on a trouvé, qui est celui en fait du premium. Et avec du B2B. Donc financé par les entreprises. Exactement. Les entreprises payent, comme ça les particuliers peuvent l'utiliser gratuitement. Et aussi, les entreprises peuvent l'utiliser davantage parce que on peut se mettre en connexion avec des gens en dehors de l'entreprise. Quand même l'idée, la fuite de données, aujourd'hui, il y en a énormément qui sont dans les communications extra à l'entreprise. Un avocat qui perd des documents, enfin bref, plein de raisons. Pardon. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que ça ne vous pose pas aussi une petite question quand même, le fait que finalement, plus on sécurise les applications, plus on va protéger la vie privée des utilisateurs, et c'est très bien. Mais parmi ces utilisateurs, vous allez aussi avoir des malfaiteurs, des terroristes. On l'a vu avec Signal, on l'a vu avec Telegram aussi. Avec Telegram. Et vous compliquez ensuite la tâche aux enquêteurs, aux forces de police et à la justice. En fait, on ne complique pas la tâche aux forces de l'ordre. Parce que ce problème existe depuis la naissance de la cryptographie, la dualité de l'usage. Et il se trouve que c'est très bien encadré, réglementé. Et les enquêteurs, on leur parle, on leur répond, on leur explique comment fonctionne notre technologie. Et ils ont tout moyen, il faut être très clair, que ce soit un État ou un service d'État judiciaire, a tous les moyens de faire ce qu'il veut, en fait. Donc ils peuvent retrouver l'historique des messages, etc. En fait, ça n'a rien à voir avec l'application qu'on met dessus. Eux, ils vont avoir... Olvid protège les communications qui circulent sur le réseau contre, on va dire, un espionnage de masse ou une utilisation malveillante d'un opérateur, comme nous sommes, une utilisation malveillante pour pouvoir se servir et voir tout ce qui se passe. Une enquête ciblée est toujours possible. Voilà. Et tout ce qui se passe sur un appareil est toujours possible. Ils peuvent. Donc on ne les gêne pas du tout. Très bien. En fait. Olvid, donc. Français, il y en a une autre qu'on peut signaler qui s'appelle Scred, qui ne fait pas de texte, mais qui fait de l'audio et de la vidéo, qui est française et qui est très sécurisée également. Eh bien voilà, encore l'excellence à la française. On vous souhaite plein de réussite et merci énormément. Beaucoup. Surfez évidemment sur WhatsApp, le géant qui vacille un petit peu pour que vous puissiez engranger des abonnés. Merci Jacques-André Bondy. Merci beaucoup. On va poursuivre ce 01 Hebdo, Jérôme, tout de suite. On va parler... On va rester dans les questions de sécurité. Et de crypto-monnaie avec notre expert Gilbert Kallenborg qui nous rejoint. Gilbert Kallenborg, l'homme qui repousse les virus informatiques avec son bouclier. J'espère bien. Salut Gilbert. Salut Gilbert. Oui, là on est dans notre quart d'heure espionnage, entre Olvid et les crypto-monnaies et Gilbert Kallenborg. Attention, ça ne rigole pas dans ce 01 Hebdo. Séquence cyber. Voilà. Gilbert, tu vas nous parler des portefeuilles Bitcoin. Exactement. Parce qu'avec Jérôme, on aimerait bien investir quelques centaines de milliers d'euros dans le Bitcoin. Première question, est-ce que vous avez des Bitcoins ? Non.
Non. J'ai pas de Bitcoin. C'est bizarre, hein, mais on s'y est pris trop tard. Oui, on s'y est pris trop tard. Parce que là, c'est un peu cher. C'est beaucoup trop cher, là. Déjà, ça, c'est la première règle, ne jamais parler des bitcoins. Hein. Effectivement, vu le prix du bitcoin actuellement, donc on est passé en espace d'un an de 10 000 à 30 000 euros. C'est vrai. Donc, ça fait le yo-yo, là. Hein. Ça fait le yo-yo, effectivement. Ouais. Et donc, forcément, ça attire beaucoup de pirates. Mais ça ne date pas d'hier. Hein. Je vous rappelle, en 2014, la faillite de MTGOX, qui était une place de marché qui a perdu 850 000 bitcoins, qui a été piraté, etc. Donc, 850 000 bitcoins. À l'époque, ça ne valait pas grand-chose. Il ne valait pas comme aujourd'hui, il ne valait pas 40 000 comme aujourd'hui. Donc, il faut effectivement, il faut pas stocker en fait, ces bitcoins dans une place de marché, mais il faut la stocker chez soi, en fait, dans son propre wallet. Mais comment faire ? Et puis faire attention, parce que si on perd le code, il y a un petit malheureux, je ne sais pas si tu comptais nous en parler, absolument. Alors, qui se retrouve avec... Se faire pirater ou voler ou perdre en fait son code, donc tout ça c'est très compliqué. Alors il faut d'abord déjà bien comprendre c'est quoi un wallet en fait, parce qu'on a l'impression qu'un wallet, c'est là où j'ai mes bitcoins. Non, pas du tout. En fait, les bitcoins sont stockés dans la blockchain, hein, donc ils existent que dans la blockchain, les bitcoins. Et mon wallet, en fait, c'est une paire de clés cryptographiques. Donc j'ai une clé publique pour recevoir des bitcoins, donc je vous la passerai tout à l'heure, comme ça vous pouvez... Et une clé privée, une clé privée pour envoyer des bitcoins. Et donc c'est avec cette clé privée que j'ai le contrôle de mes bitcoins. Si je perds cette clé, je perds le contrôle de mes bitcoins, ils sont perdus à jamais, parce qu'on ne pourra plus jamais en fait récupérer ces bitcoins. Et cette clé, c'est un mot de passe, c'est ça ? C'est une clé, donc c'est une suite de caractères en fait, c'est une clé cryptographique. Voilà. Et alors, raconte-nous cette mésaventure qui est arrivée à un investisseur, enfin, je ne sais pas, quelqu'un qui avait des bitcoins et qui se retrouve, je crois, avec plus que quelques essais avant de voir son argent totalement disparaître. C'est un développeur allemand, je crois, qui habite à San Francisco et qui, en fait, a stocké sa clé privée sur une clé USB chiffrée. Donc, qui s'appelle IronKey, je crois. Oui. Et donc, il a perdu le mot de passe, en fait, de cette clé USB. Et il a que 10 essais, il en a déjà utilisé 8. Mais quel stress! Absolument. Mais après, quand même, quand on... Et là, alors, juste un truc. Il rate les 10 essais. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que IronKey, alors je ne connais pas exactement le fonctionnement, mais je suppose que c'est comme une... Ça efface toutes les données ? Oui, je pense qu'on ne peut plus accéder aux données de la clé. Donc là, il perd sa clé et là, il perd son argent. Il perd son argent, donc 7500 bitcoins. C'est pas un problème de bitcoin, c'est le problème de la clé USB. Là, c'est un problème de la clé USB, mais c'est quand même 7500 bitcoins, donc ça fait plus de 200 millions. Et le bitcoin est à 32 500 à l'heure où on se parle. À sa place, j'engagerais une team d'ultra experts en sécurité pour hacker la clé. Hein. Non, mais c'est clair, il ne te reste plus que 2 essais là, mais il ne doit pas beaucoup dormir ce garçon-là. On n'a pas d'évolution de son histoire là pour l'instant, il est toujours dans... Non, pour l'instant, non. Mais il y en a plein des histoires comme ça. Il y a aussi l'histoire d'un Britannique qui a perdu son disque dur parce qu'il a jeté et il se retrouve au fin fond d'une décharge. Ah oui, c'est ça. Et il cherchait son disque dur dans la décharge, non ? Il cherchait son disque dur dans la décharge, mais il n'a toujours pas abandonné. Hein. Il veut toujours chercher son disque dur dans la décharge. Là aussi, plus de 200 millions d'euros. Hein, c'est incroyable. Donc avec le prix effectivement du bitcoin... Voilà, un problème de sécurité quand même. Alors comment le résoudre ? Alors, comment on peut faire ? Voilà, cette clé privée, il faut absolument la sécuriser. Donc le mieux, évidemment, c'est qu'elle n'apparaisse pas sur l'ordinateur classique qui est connecté sur Internet. Mais c'est un peu problématique parce que cette clé privée, elle me sert aussi à signer une transaction pour dépenser mes bitcoins. Donc la solution, elle existe depuis 2014, c'est les fameux hardware wallets. Donc là, j'en ai un ici, par exemple. Donc ça, c'est la société française Ledger. On est très français aujourd'hui. C'est chouette, tant mieux. Parmi les leaders dans les hardware wallets, donc ça ressemble un peu à une clé USB, sauf qu'on voit quand même qu'il y a un écran ici. Ah oui. Et il y a 2 boutons en fait. Mais ça se connecte comment sur le PC ? Par USB. En USB, d'accord. Voilà, USB. Okay. Alors en fait, techniquement, c'est rien de plus qu'une carte à puce. En fait, c'est une carte à puce avec une interface USB. À l'intérieur, il y a l'équivalent de ce que vous avez en fait sur le téléphone, carte SIM ou la carte bancaire. D'accord. C'est-à-dire, on appelle ça un secure element. Donc c'est une puce sécurisée où on ne peut pas rentrer dedans. Enfin, c'est vraiment, on ne peut pas extraire d'informations. Donc là-dedans, virtuellement, j'ai des codes. Là-dedans, j'ai ma clé privée. D'accord. J'ai ma clé privée. Ta fortune.
Voilà, c'est la clé privée, c'est l'accès à mes bitcoins. Donc après, je vais sur mon ordinateur, j'ai mon logiciel, je fais ma transaction, voilà, j'envoie 100 bitcoins à François, par exemple. Merci beaucoup. Et donc je prends Jérôme. Voilà, et donc je branche. C'est déjà pas mal. Donc je branche mon hardware wallet, et donc la transaction va aller sur la hardware wallet. Là-dedans, elle va être signée par la clé privée, et après la transaction signée va ressortir, et puis elle va aller sur la blockchain. Je perds ça. Qu'est-ce qui et se donc, excellente question. Excellente question. Qu'est-ce qui se passe si je perds mon hardware wallet? Donc du coup, je perds ma clé privée. Eh bien, c'est pas grave, parce que quand vous générez en fait la clé privée, on vous fournit un petit carton. Ça il y a un peu de choses, la sécurité informatique. On passe d'un truc hyper high-tech à un bout de papier, tu sais. Oui, en fait, tu notes ton mot de passe sur ton carton. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas exactement le mot de passe, c'est ce qu'on appelle le seed, la graine. C'est-à-dire, c'est 24 mots en anglais à partir desquels je peux régénérer ma paire de clés, en fait. Donc, je vais rentrer 24 mots. Au moment où j'initialise en fait cet équipement, il va me donner 24 mots, donc je les écris. Ah, c'est lui qui les donne. Ils vont être affichés sur l'écran. Et donc, je les écris comme ça. Il ne faut pas se tromper de. Il ne faut pas se tromper, effectivement. Et donc, ce carton-là, évidemment, il faut le garder dans un endroit très sécurisé. Oui. Le mieux, ce serait un coffre, dans une banque, par exemple. Donc, je perds ma carte, j'ai mes 24 mots, qu'est-ce que je fais après ? Ah bah, si vous perdez ça plus ça, c'est fini. Non, mais alors, je perds ma carte. J'ai toujours mon... Alors, si je perds ça, mais j'ai ma carte... J'ai mes 24 mots. Bah, je peux racheter un ledger et je re-rentre mes mots et ça va la réinitialiser. Et je régénère ma clé privée et j'ai de nouveau accès à mes bitcoins. Et quel intérêt de faire un mot de passe avec 24 mots en anglais plutôt que... Alors bon, ça c'est les arcanes de la cryptographie. Là, j'en sais rien, mais 24 mots, ça aurait pu être 12 ou peut-être... D'accord. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Alors, vous avez ce carton, mais il y en a d'autres qui proposent de graver en fait les 24 mots sur du métal. Alors, il y a plein de produits comme ça qui existent. Sur la peau, tu te le... Oui. Sur le tatouage. À la Prison Break, tu te le mets dans le dos. Ouais. Donc il y a des kits comme ça qui se vendent avec des plaques de métal. Si tu t'en écris dans le dos, c'est compliqué. J'arrive pas à le lire. Voilà. Pardon. Une dizaine de plaques de métal avec un stylograveur, ça se vend sur Internet pour noter ces 24 mots. Et après, vous mettez, parce que ça peut disparaître. Ça peut disparaître, ça peut brûler. Oui, ça peut, bien sûr. Ça peut, si ça tombe dans l'eau, ça peut. Jérôme peut en faire un avion. Voilà, donc. D'accord. Voilà, donc combien ça coûte ce petit bijou là ? Alors ça, c'est le Nano S, ça coûte 60 €. Alors Ledger n'est pas le seul, il y en a d'autres, Trésor, Key, enfin il y en a plusieurs. Et ces types d'appareils, il y a le vent en poupe, ça se vend ça ? Alors ça, ils en ont vendu 2 millions d'exemplaires. Non, c'est pas vrai. Principalement à l'étranger, pas en France. Ah oui. Donc il y a un marché. C'est intéressant ça. Alors après, si vous avez française. Voilà. Alors si vous n'avez pas 0 €, si vous n'avez pas 60 €, mais que vous voulez dépenser 0 €, vous avez aussi le Paper Wallet. Alors ça coûte rien, ça coûte une feuille de papier. Vous pouvez aller sur un site internet qui s'appelle... montre-le bien la caméra. Bitadresse.org. C'est quoi, c'est des QR codes ça ? Bah oui, ça c'est les clés publiques, clés privées. C'est pas ton QR code privé parce que... Bon, ça, je l'ai juste généré à 5 minutes. D'accord, parce qu'il y a peut-être des téléspectateurs qui vont le scanner. Et donc si vous voulez juste avoir un portefeuille de stockage que vous n'utilisez pas comme ça pour faire du trading, etc., donc à ce moment-là, vous pouvez faire un Paper Wallet et vous utilisez juste la clé publique pour recevoir, en fait, pour accumuler des bitcoins. Et la clé privée, vous la mettez dans le coffre-fort, évidemment. Qu'est-ce que tu vas faire, Jérôme ? Je vais piquer sa clé privée. T'es un peu loin, là, non ? Non, mais je ne l'utilise pas. Ça ne sert à rien de le voler. Ça sert à rien. Vous avez gagné 100 bitcoins. Voilà, c'est ça. Merci, Gilbert. Merci, Gilbert, super. Passionnant, ce sujet. Et merci d'être venu sur le plateau de 01 Hebdo et de nous faire partager ton expertise. Donc, n'oubliez pas, les bitcoins. Après. Bien sûr. On n'hésite pas, franchement. On va régler 100 bitcoins. Il n'y a pas de problème. Et peut-être que Nico pourra aussi participer. On peut faire une petite canotte litchi si tu veux. Ouais, sans problème. Moi, je suis partant. Allez, tout de suite, Nicolas Lelouch. Jérôme, on va parler de smartphone. Galaxy S21. Nicolas Lelouch, avec un air de déjà-vu. Tout à fait, c'est parce que vous m'avez tous déjà vu ici. Mais donc oui, on t'a tous déjà vu. C'est toujours un plaisir de te revoir. Ça me fait plaisir, c'est partagé.
Nicolas, l'année 2021 commence sur les chapeaux de roue avec ce Galaxy S21. Oui. Que tu manipules depuis quelque temps déjà. On en manipule un seul pour l'instant, c'est le Galaxy S21 Ultra. On peut, à partir d'aujourd'hui, vous dire ce qu'on en pense. Et ça tombe bien, justement. Et ça, c'est quand même une sacrée info parce que c'est... Enfin, sur le papier, c'est l'un des smartphones de l'année 2021. C'est sans doute, oui. Enfin, généralement, on dit qu'il y a 2 grosses annonces sur les smartphones. C'est les 2 marques qui dirigent le marché. C'est Apple en septembre et Samsung en janvier, février, mars, en fonction de quand Samsung annonce son Galaxy S. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un produit hyper important. Pour tout vous dire, ce Galaxy S21 Ultra, vous savez, à Zero Net, on fait les tests en 2 parties. Il y a d'abord les tests en laboratoire qui sont assez longs, qui prennent 1 semaine, où on mesure la qualité de l'écran, les performances, l'autonomie. Et puis après, le produit vient avec moi et je l'utilise comme si c'était mon téléphone pour vous faire un test complet. C'est ce qui apporte toute la saveur de tes tests, en fait. Il y a une partie, on va dire, brute. On peut voir ça comme ça. Oui, non, mais c'est vrai. Voilà. Et puis après, il y a ton ressenti et ce que tu... C'est l'intérêt, c'est de ne pas faire un test complètement de laboratoire avec des chiffres, mais pas non plus donner juste notre avis et au final rater complètement le détail. Exactement, il y a un mélange des deux. C'est ça qu'il y a beaucoup d'émotions dans les tests. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour. En tout cas, on essaye au mieux de mélanger ces valeurs laboratoires et cette réalité. Et donc, pour tout vous dire, du coup, il est encore au laboratoire et je n'ai pas encore le produit avec moi. J'ai pu jouer un petit peu avec, rapidement, mais pas suffisamment pour vous dire réellement si pour moi c'est le produit de l'année, si ce smartphone est vraiment aussi incroyable qu'on peut le penser. Donc là, c'est plutôt ton ressenti, on va dire, c'est un peu un ressenti, c'est surtout les premiers résultats du labo. Parce que si le laboratoire n'a pas fini avec le Galaxy S20 Ultra, notamment parce que les tests d'autonomie, ça prend du temps, dites-vous qu'on fait des autonomies en communication. C'est-à-dire qu'on téléphone entièrement de 100% à 0% de batterie. En gros, on en a pour 2 jours à chaque fois sur ce test. Donc ça prend du temps. Mais l'intérêt de tout ça, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'écran, le Galaxy S21 Ultra, c'est le meilleur du marché. C'est à peu près équivalent à ce que Samsung avait fait avec le Galaxy Note 20 Ultra, mais en termes de mélange de toutes les technologies, je pense qu'on a aujourd'hui le smartphone avec le meilleur écran du marché pour plein de raisons. Sa luminosité, je l'ai noté, elle est à 1010 candela par mètre carré. On peut aussi dire 1010 nits, ça dépend de l'unité, mais c'est la même chose. Et ça, c'est une des premières fois qu'on dépasse les 1000 candela par mètre carré au laboratoire de Zero Net. En comparaison, l'iPhone 12 Pro Max, c'est 845 et le Galaxy S20 Ultra de l'année dernière, qui était déjà le meilleur, c'est 938. Donc, en termes de luminosité, c'est vraiment super bien et Samsung s'est surpassé. Ça se sent ou pas? Ça se voit? Ça se sent. Alors, déjà, cet écran est beau parce qu'il y a très très peu de bordures. Le fait que ce ne soit pas complètement incurvé comme chez Huawei, par exemple, fait que, à défaut d'avoir un côté waouh, vous avez vraiment un aspect très moderne et vous avez vraiment l'impression d'avoir cet écran extrêmement affiné, très resplendissant. Évidemment, on vous déconseille de mettre la lumière au maximum à 1010 candela par mètre carré parce que ça va vous aveugler, c'est pas le but. De toute façon, il y a une luminosité automatique qui fait que du coup vous ne serez jamais en réalité à ce niveau-là, à part quand vous êtes en extérieur, sur la plage par exemple. Mais en tout cas, c'est sûr que ce produit, il est utilisable en toutes circonstances et ça, c'est une très bonne chose. En plein soleil, du coup, c'est donc plus visible en fait, que à partir de 600, 700, on commence déjà à bien voir en plein soleil, mais là à 1000, vraiment, vous allez voir aussi bien en plein soleil qu'ailleurs, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, évidemment, vous avez une particularité, là encore, c'est pas tellement nouveau, c'était déjà le cas du Galaxy Note 20 Ultra, c'est qu'il utilise une dalle LTPO. Et LTPO, c'est une technologie qu'on trouve déjà sur les Apple Watch depuis 2 ans et sur les Galaxy Watch aussi à peu près depuis 2 ans, qui en fait, c'est des nouvelles dalles OLED au taux de rafraîchissement adaptatif et qui du coup ont l'avantage de ne pas consommer d'énergie quand elles changent de taux de rafraîchissement. Donc ce qui est génial avec ce smartphone, c'est que vous savez, Samsung vante un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui est très sincèrement vraiment remarquable, on le sent vraiment à l'utilisation. Avec une fluidité incomparable. Ça se sent vraiment mieux. Je ne sais pas si c'est une illusion ou si c'est parce que le processeur est meilleur, mais je trouve que la fluidité est vraiment resplendissante. C'est mieux que sur tous les autres smartphones qu'on a pu voir. Mais surtout, l'avantage de cette dalle LTPO, c'est qu'en fait, si par exemple, vous êtes en train de regarder des photos, vous allez avoir une baisse nette du taux de rafraîchissement, qui fait que vous allez peut-être passer à 20 ou à 30. On peut aller jusqu'à 11 images par seconde. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de rafraîchissement. Exactement, mais ça, vous n'allez pas voir la différence. Et surtout, le changement qui, sur un écran classique, consommerait beaucoup d'énergie, ne va pas en consommer. Du coup, ça préserve la batterie. Ça va préserver la batterie. Donc, tout ça, c'est très bien. Le processeur aussi, Exynos 2100. Eh bien, ça a l'air bien parti pour être un comeback de Samsung. Je ne veux pas m'avancer trop vite, mais en tout cas, de ce qu'on voit en termes de performance, les premiers bench sont équivalent à ce qu'Apple fait sur l'iPhone 12 Pro Max. C'est donc le meilleur smartphone Android de très loin.
attention avec un bémol important, les tests de benchmark prennent en compte un mélange de plein de choses, mais si on regarde sur la partie graphique, ce qu'Apple est capable de faire, notamment avec son architecture métal, n'est toujours pas reproduit sur Android. Donc le Galaxy S20 Ultra reste un petit peu reste un petit peu en dessous des iPhones. Maintenant, en termes de puissance, c'est vraiment très bon. Ma seule interrogation, ça va être l'autonomie, parce que, pour tout vous dire, là, pour le coup, moi, je n'ai pas encore pu le tester. J'ai discuté avec mes confrères d'autres sites qui, eux, disent tous qu'ils trouvent l'autonomie du Galaxy S20 Ultra fantastique, mais nos résultats en laboratoire ne sont pas très bons. Du 20 ou du 21 Du 21, du pardon, 21, du S21. C'est compliqué de dire S21 Ultra. Ouais, c'est ça. Mais nous, on a des résultats en laboratoire qui sont assez, je dirais pas qu'ils sont nuls, mais ils sont moyens, alors qu'on nous parle ailleurs d'une excellente autonomie. Alors, donc, est-ce que c'est l'exemplaire que tu as eu qui a un problème? Ça peut être ça. Il y a une mise à jour que vous n'avez pas eu? Moi, c'est mon hypothèse. Je pense que c'est une question de mise à jour. Parfois, on a les préversions qui sont fournies par les constructeurs ne sont pas adaptées à des tests réellement en continu. Mais on va refaire les tests. On va tenter de comprendre ce qu'il se passe. Et donc, j'attendrai quelques semaines pour revenir sur ce plateau et vous dire si l'autonomie est au rendez-vous. Nico, tu ne partiras pas de ce studio tant que tu ne nous auras pas parlé de la photo. Je me doutais qu'on me poserait la question. Parce qu'il est prometteur. Comme ça, il est vachement prometteur, ce S21 Ultra, notamment le Ultra. C'est le Ultra le seul qui est vraiment intéressant dans la gamme. Je trouve que les S21 et S21+, Samsung, une nouvelle fois, se contentent un peu du minimum. On vous a fait vivre la keynote en direct sur 01 TV. C'est vrai qu'avec Jérôme et Raphaël Grabi, qui était avec nous pour commenter cette keynote, on était bluffés par tous ces capteurs et cette capacité de ces capteurs. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je répète, on est encore sur une partie premier test et quand j'aurai le produit, vous vous doutez que je vais aller faire le tour de Paris et aller faire plein de photos avec plein de zooms, plein de comparaisons. On essaiera de faire un dossier très complet. D'ailleurs, mon collègue Adrien Branco, que vous connaissez, qui est à fond sur la photo, est déjà dans les starting blocks. Il est impatient que j'ai fini pour pouvoir partir avec et aller faire ces tests photos poussés. Maintenant, en attendant, nous, ce qu'on voit sur les premières photos, c'est qu'en effet, il y a une amélioration sur le capteur de 108 mégapixels. L'année dernière, je le trouvais flou, c'est-à-dire qu'il avait un problème de mise au point. Si vous preniez une photo avec des gens, par exemple, en arrière-plan, vous aviez l'impression que la photo était belle et dès que vous zoomiez, les gens étaient lisses. Et c'était assez bizarre et c'était pas à la hauteur d'un smartphone haut de gamme. Là, le problème, on n'a pas trop l'impression qu'il se manifeste, donc il y a l'air d'avoir du progrès, encore une fois, à vérifier. Il va falloir qu'on recheck tout ça. Par contre, en revanche, sur le zoom, ça a l'air d'être quasiment parfait, y compris avec le zoom x10, vous savez, périscopique, en plus du zoom x3. Là où l'année dernière, sur le x5, certains se plaignaient que la couleur n'était pas parfaite, tout ça. Et en x10, moi, je trouvais que c'était pas mal, mais des gens disaient que ce n'était pas assez bon. De ce qu'on voit sur toutes les photos, que ce soit celles que nous avons prises ou de celles qui ont fuité sur les réseaux sociaux d'autres journalistes, c'est très très bon. C'est que le x10 est vraiment d'une qualité excellente. Je continue à penser que le x100... En basse lumière aussi, c'est très bon. Le 108 mégapixels était déjà historiquement bon parce que c'est un capteur très grand format. Je crois que c'est 1 sur 1,33 pouces, donc c'est un très grand format et donc on a de la bonne luminosité. Évidemment, le zoom en basse lumière va forcément perdre en qualité. Vous allez privilégier le zoom x3 au zoom x10 dans ces circonstances, mais ça m'a l'air pas mal. J'ai assez hâte de tester ça vraiment plus longuement, mais Samsung a l'air d'avoir fait un plutôt bon travail. Très bien. Très bien. On attend avec impatience le verdict de Nicolas. Espérons fin semaine prochaine. Voilà, j'espère. De toute la rédaction de 01net concernant ce Galaxy S21 Ultra. Merci. Puis on reviendra sur les autres, évidemment, le S21 et le S21 Plus. Merci en tout cas pour tous ces détails. Jérôme, on va terminer ce 01 Hebdo par, bien sûr, Jordan Cossino. Tu restes avec nous pour je ne peux pas rater une chronique de Jordan. Mais non, je le dis à chaque fois, c'est impossible. C'est ce que dit la France entière. Et oui, Jordan arrive, mesdames, messieurs. Attention, accrochez-vous. On était à deux doigts de le faire rougir. Ah mais écoutez, j'aime beaucoup cette entrée. Vraiment, je suis ravi. Beau, hein j'aime beaucoup, c'est très sympa. Comment ça va? Mais ça va, salut Jordan. Petit Jordan. Écoutez, comme je vous l'avais dit la dernière fois, écoutez, on va bien se marrer, je vous le dis. Oui. Non, je suis très en forme comme d'habitude, vous le savez. Oui, ça te va. Tu t'es réveillé il y a 3 minutes à peu près. Oui, c'est exactement. Le t-shirt n'est pas repassé. Et je tiens à dire, parce que dans les commentaires, les gens se posent la question, tout va bien, je ne bois que de l'eau, tout va bien. Toujours. Oui, non, mais j'ai vu 2-3 commentaires, mais tout va bien, rassurez-vous. Alors, de l'eau issue évidemment de centrales nucléaires. Oui, c'est ce qui explique tout ça. Non, je vous avais dit la dernière fois, on va essayer des nouvelles choses dans cette chronique. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de petites news
vous savez, en début du 01 Hebdo, il y a l'actu et il y a des actus dont vous parlez pas. Et il y a des bonnes raisons. Et c'est pour ça que moi je les récupère. En fait, je fais un peu le SAV de l'actu, tu vois. Je prends les trucs pas forcément. La voiture balai de l'actu tech, quoi. c'est tellement l'histoire de ma vie. C'est tellement bien résumé. Et je vais vous parler voiture balai de l'actu. Et je vais vous parler de 2 petites actus un peu sympas et on va en discuter ici. Allez. La première, on va parler foot déjà. Très bien. Tu es vraiment bien tombé. Je suis tombé sur la bonne chaîne. Vraiment, on est des amateurs, c'est bien. Franchement. Je vous explique un petit peu. En gros, c'est l'histoire d'un club de Détroit espagnol. Donc j'ai été chercher un peu loin. Il s'appelle le Dux Internacional Madrid, comme tout le monde le connaît. Il joue en Segunda B, c'est la 3e division espagnole. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'ils ont recruté un joueur qui s'appelle David Barral. Attends, tu vas voir, ça va t'intéresser. Là, je vais dire un mot. Regardez les yeux. Un gros plan sur les yeux de Jérôme, s'il vous plaît. Ils ont recruté un joueur grâce à de la crypto-monnaie. Et c'est la première fois que ça a lieu dans le David foot. Barral. David Barral lui-même, qui est un ancien joueur qui est sympathique, tu vois. Il a pas une carrière incroyable, il a quand même été, il a joué en réserve. Il est en Détroit, quoi, le gars. Voilà, il a joué en réserve du Real Madrid, donc c'est qu'il a un bon niveau, tu vois. Il est un peu meilleur que toi et moi. Oui. Enfin, j'espère pour lui, ou alors ils ont fait une très bonne offre. Et c'est le premier transfert dans le monde du football qui a été fait en crypto-monnaie. Alors c'est pas vraiment un transfert puisqu'il était libre de tout contrat, donc c'est une prime, mais il a été embauché entre guillemets par le club. Et ils ont annoncé ça sur Twitter et en fait ils l'ont fait passer, enfin ils ont justifié ça parce qu'ils ont un nouveau sponsor qui s'appelle Krypton et Krypton ça te permet d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie tout simplement. Et c'est quelle crypto-monnaie, tu sais pas? C'est du Bitcoin. Ils l'ont acheté avec du Bitcoin en fait. C'est fou de se dire que le gars a été transféré avec du Bitcoin, tu vois. Ils ont pas précisé le montant évidemment parce que c'est plus impressionnant de dire on a recruté Neymar pour 200 combien, j'ai oublié, 222 millions d'euros que de dire on l'a recruté pour un Bitcoin. Bon, tu vois, c'est pas terrible. C'est pas foufou. Après un Bitcoin, dis-moi David, tu vaux 3 bitcoins. Combien vaut Neymar en bitcoin? Il vaut très cher, je pense. Très cher. Mais donc je trouvais ça assez fou. Alors il faut savoir que ni la FIFA ni la fédération espagnole n'a validé le truc. Enfin ils ont pas communiqué dessus. Donc peut-être qu'ils vont annuler le truc. Il faut savoir qu'en NBA il y avait déjà eu un cas où un joueur voulait être payé en bitcoin et la fédération avait annulé le truc parce que il voulait pas. Ouais, bien sûr. Et on se renseigne un peu sur cette chronique. C'est la nouveauté 2020. Wow. Il y a un peu d'intéressement. Non mais donc il faut qu'ils s'y mettent. Même la France va s'y mettre. Christine Lagarde va se mettre au bitcoin et tout. Après Christine Lagarde au foot, je suis pas sûr que ce soit le. Tu vois, je la mets pas au cage. Enfin, dans mon équipe en tout cas. Lagarde au cage, ça peut être pas mal. Oh, elle est bonne. Est-ce qu'on finirait pas là-dessus? Non, j'ai globalement tout dit. Non, sûrement pas. Non, là-dessus, j'ai globalement tout dit. Voilà. Après, j'avais noté aussi le fait que il y a de plus en plus de clubs qui se mettent à la crypto. Le PSG notamment, Nico s'y connaît très bien, spécialiste smartphone et PSG. Le PSG avait signé un petit contrat avec Socios, c'est ça? Si je me trompe pas, voilà. J'ai ma validation, tu vois. Je parle sous. Fais gaffe, parce que si tu racontes une bêtise. Sous réserve de mon avocat. Non, mais donc voilà où tu avais une sorte de système de jetons où les supporters pouvaient acheter des jetons et ça te donnait du pouvoir de décision dans le club et tu avais accès à des avantages. Voilà, c'était la première petite histoire. Très belle histoire, ok. Très bien. J'ai la deuxième petite histoire, on finira sur celle-là parce qu'elle est incroyable. Je vais vous raconter l'histoire de QI. QI, donc QIUI, une entreprise chinoise que vous connaissez certainement pas. Enfin, si vous la connaissez, c'est inquiétant. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Qui commercialise un produit qui s'appelle Cellmate. Qu'est-ce que Cellmate? Cellmate, on va le voir là. En plus, il y a des belles images. Donc là, ça paraît un peu sympa, sexy et tout. Enfin, ça paraît un peu classe. Pas du tout. C'est pas hyper classe. Ils vendent en fait une ceinture. Elle arrive sur la droite. Voilà, vous la voyez. Je sais ce que c'est. À l'écran. Voilà, c'est magnifique. C'est pas un beeper pour votre voiture. Non. C'est une ceinture de chasteté pour hommes. Voilà. Donc chacun ses pratiques, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas une serrure connectée. Elle arrive très doucement ceci dit dans l'image, je sais pas pourquoi, mais c'est une serrure connectée. C'est une serrure connectée, mais à bourreau de porte. Voilà, l'image est dans votre tête. Elle est vendue 140 €. Bon, ça c'est la petite. Je peux pas te demander comment on s'en sert parce que tu serais capable. Ah bah moi j'ai testé, moi tu sais, je suis très carré, c'est super. Franchement super produit, un peu chiant sur l'autonomie. Non, je suis très carré dans cette chronique. Non, c'est vendu 140 €. En revanche pour toi c'était le petit modèle visiblement. Oui bon moi c'est bien le format tic tac. Mais c'était sympathique aussi. Formatique. J'ai envie de parler de la taille de mon sexe sur cette émission. Non, cela dit, c'est pas ça qu'on a dit. Oui, non, mais. C'était un peu éloigné. Alors raconte-nous. Plus sérieusement, le seul moyen de la déverrouiller, en fait, c'est en gros une ceinture de chasteté. On va expliquer au cas où, mais ça me paraît très clair. Vous mettez quelque chose autour de votre sexe et ça vous empêche de vous en servir. Soit via un système de clé, soit. Il y a des trucs qui. Mais en fait, tu mets ça pourquoi? Parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge quand même. Alors oui, mais il y a des pratiques, il y a des gens qui ça excite, il y a des gens qui ça plaît, notamment dans le BDSM ou autre. Bref, tous ces délires de domination. Mais bon, c'est pas une émission sexo, on peut en parler des heures. Mais bref, tout ça étant. Donc, sur ce modèle-là, le seul moyen de la déverrouiller, c'est avec votre smartphone. Donc, vous connectez votre téléphone ou quoi. Il se trouve que l'API de ce. Vous le voyez venir, de toute façon. L'API de tout ça, quoi, n'était pas hyper sécurisé.
un chercheur en sécurité avait envoyé un petit message d'alerte à la boîte en disant en octobre, faites attention, votre truc n'est pas super sécurisé. Et il se trouve que des hackers se sont intéressés au truc, tu t'en doutes, et en fait ils ont réussi à clairement hacker les ceintures de chasteté connectées des gars. Sauf que dedans, ils ont pu avoir accès au nom du gars, au numéro de téléphone, à la géolocalisation. Donc tu as toutes les infos, hyper compromettantes pour certains, d'autres l'assument peut-être beaucoup plus. Mais et en gros, les hackers ont fait du chantage. Et il y a une des victimes qui raconte qu'elle a reçu un message d'un hacker, je suis désolé, je vous le lis tel quel, il a écrit ton pénis est à moi maintenant. Donc le gars était bloqué. Et en fait, il pouvait pas la retirer, sauf que c'est embêtant, tu vois. Il pouvait pas l'enlever. Ben non, et tu peux pas, je vais pas vous faire des dessins, mais tu peux pas aller aux toilettes, tu peux pas, c'est contraignant dans la vie de tous les jours, tu vois. Ah ouais. Et une autre victime a raconté qu'un hacker lui avait demandé on est toujours dedans, 0,02 bitcoin, donc environ, je crois que ça fait 500, 600, entre 500 et 600 là, $700. Quand même. Et pour déverrouiller le truc, sinon il restait bloqué, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'appareil à ce moment-là, mais si tu avais l'appareil, t'étais bloqué. Il faut savoir que la société a évidemment pas réagi, hein. Tu te doutes qu'ils vont pas dire bon alors écoutez voilà. Je pense qu'ils sont en train de régler un peu de colmater la brèche, mais je trouvais ça incroyable. Et il y a des mecs qui attendent encore d'être libérés ou... Je pense qu'au bout d'un moment tu vas aux urgences, tu dis mettez-moi un coup de scie ou tu vas trouver une solution. C'est quand même... Mettez-moi un coup de scie, mais faites gaffe quand même quoi. Alors, parce que la scie, allez-y mollo s'il vous plaît. C'est ça, faut pas faut pas y aller franco quoi. Sinon ça peut faire très rapidement une circoncision quoi. Donc faut faire attention. Voire plus si affinité. Circoncision. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'était une petite news que je voulais vous partager. Alors moi j'ai une question pratique, puisque visiblement tu connais bien ce produit. Oui, dites-moi. Je suis actionnaire de la boîte. Parce que si j'ai bien compris, donc ça t'emprisonne le sexe. Mais comment tu fais pipi ? Eh ben, officiellement, en fait, officiellement, après, chacun ses pratiques. Excusez-moi, mais ça arrive quand même assez souvent. Je vois même pas comment tu t'en sers. En fait, on va dire, c'est un délire, c'est une envie de personnes qui soit ont envie d'être dominées. Et en fait, comment ça fonctionne ? Je l'ai pas dit au début, mais quand tu t'inscris, quand tu crées ton compte, etc., tu autorises une personne de confiance ou plusieurs à te déverrouiller le truc. Donc en fait, c'est ce côté où tu laisses la personne décider pour toi. Donc après, encore une fois, c'est les envies de chacun, mais il y a des gens qui aiment bien ça et donc tu demandes si tu vas aller aux toilettes, tu demandes à quelqu'un est-ce que tu peux m'ouvrir le truc pour aller aux toilettes. C'est voilà, on juge pas, hein, mais non, mais donc voilà, vous avez compris un peu l'utilité du produit. Et encore une fois, c'est 140 €, mais bon, si vous l'achetez après cette chronique, déjà félicitations, vous avez beaucoup de courage, parce que moi j'oserais pas. Alors moi j'aimerais bien que vous, si vous l'avez acheté, que vous nous testiez ce type de produit pour voir vraiment comment ça fonctionne. Parfois je teste des objets, celui-là non, je vais pas te demander, puis ça sera pas diffusable. Très bien. Voilà, les petites news un peu originales. Ouais, décalées, mais j'aime bien. Vous aviez pas forcément vu, vous aviez peut-être pas forcément envie de voir. C'est très bien. Mais voilà. Parfait, merci Jordan. Merci beaucoup Jordan. Tu as remarqué que Nico reste stoïque, il ne dit plus rien. Oui, j'adore, il est là. Je suis le public, moi, il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup. On consulte en PSG. Chaque fois qu'on parlera du PSG, il sera là. Je donne des chiffres, il n'y a pas de souci. Bon, Jérôme, avant de se dire au revoir, un petit coup d'œil sur notre question 01 d'Orange. Absolument. Cette semaine, on vous demande si vous envisagez de laisser tomber de pirater votre ceinture de chasteté. Non, pensez-vous quitter WhatsApp ? C'est la question qu'on vous pose. Intéressant, c'est pas très marqué comme différence, mais quand même petite majorité de non. Hein. Ouais, mais il y a quand même 44% de personnes qui disent OK, je vais quitter WhatsApp. Bon. Bah oui, mais il y a de quoi se poser des questions. Ouais. On verra un petit peu les résultats définitifs la semaine prochaine. On a été ravis de passer cette petite heure en votre compagnie. On est là, vous le savez, chaque jeudi. 01 Hebdo, toute l'actu tech de la semaine. Voilà, on se retrouve très très vite. Portez-vous bien. Salut à tous. Au revoir.